Tornado warning. Chris, Tony, Julien et Vincent parcourent les États-Unis. Au milieu des grandes plaines américaines, ils chassent l'un des phénomènes météorologiques les plus imprévisibles de la planète, la tornade. Big tornado, wow, ça tourne à mort. Les 4 trackers ont filmé quelques-uns des spécimens les plus impressionnants, dont la plus large de l'histoire. On a fait la vidéo de l'année là. Pour la première fois, grâce à des explications scientifiques, pénétrer au cœur d'une tornade, un événement climatique qui garde encore bien des mystères. À l'origine des plus grandes destructions, elles font peur, mais surtout fascinent. Alors, embarquez pour devenir, vous aussi, des trackers de tornades. Ils sont donc 4 amis à parcourir ensemble les États-Unis. 4 profils pour une expertise optimale. Ça fait 15 ans que je chasse entre guillemets l'orage, c'est-à-dire que je me déplace pour aller à la rencontre des orages. À travers les phénomènes météo violents, j'assouvis mon besoin de faire de la belle image. Je suis étudiant actuellement, je fais des études d'ingénieur à Météo France. Moi je suis réalisateur dans l'audiovisuel. Chacun a sa petite particularité et ça amène un tout cohérent qui fait que cette équipe est à mon avis vraiment efficace et qu'on fait en général du bon boulot sur le terrain. À leur début, ils sillonnent la France afin de photographier les orages. Mais très vite, la quête du Graal apparaît comme une évidence. On avait tous envie, un jour ou l'autre, après avoir chassé les orages en France, d'aller rencontrer les monstres américains. Ouais, on arrive là. On arrive. Au hall numéro 2, on va retrouver normalement notre ami Julien qui doit être déjà arrivé. Chris, Julien, Vincent, c'est à 3 que les trackers s'envolent. Retenus à Toulouse, Tony les rejoindra plus tard. Direction les États-Unis et Philadelphie dans un premier temps, avant de prendre un second vol vers Denver dans le Colorado. Un choix qui est loin d'être anodin. Denver étant une très grosse agglomération, il y a des très grands axes qui nous permettent d'arriver rapidement sur les premiers états où les gros orages risquent d'arriver dans les prochains jours. Et des orages, il y en aura, puisqu'ils atterrissent au cœur de la Tornado Alley, une zone hautement instable. Donc en fait, la Tornado Alley, c'est une zone qu'on va retrouver dans les grandes plaines américaines, une zone qui est située entre les Appalaches à l'est et les montagnes rocheuses à l'ouest. Et dans ces grandes plaines, on va avoir plusieurs États américains qui sont plus fréquemment concernés par les tornades que les autres. En moyenne, plus de 1000 tornades se développent chaque année sur le territoire américain, dont 70% dans l'allée des tornades. On en trouve également en Europe, aussi en Bangladesh, quelques-unes aussi en Amérique du Sud, mais l'essentiel se situe vraiment aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis et plus particulièrement la Tornado Alley? Afin de l'expliquer, il faut prendre un peu de hauteur. Les phénomènes météorologiques vont se déclencher dans la première couche de l'atmosphère. Et cette première couche de l'atmosphère, on la qualifie de troposphère. Et vers nos latitudes, telles que la France ou les États-Unis, cette troposphère fait en gros une douzaine de kilomètres d'épaisseur. Comme l'atmosphère n'est pas réchauffée uniformément par les rayons du soleil, la température varie selon les zones de la Terre. C'est ce déséquilibre qui agit sur la pression atmosphérique. Donc effectivement, on va avoir les zones anticycloniques d'un côté, donc plutôt associées à du beau temps, les zones dépressionnaires de l'autre côté qui vont plutôt être associées à du mauvais temps. Et entre ces systèmes-là, il va y avoir du vent qui va être généré. Chaque année au printemps, ce sont ces vents qui poussent vers la Tornado Alley différentes masses d'air. Chaudes et humides en provenance du golfe du Mexique, plus froides en provenance du Canada et de l'air plus sec qui descend des montagnes rocheuses. C'est leur rencontre qui fait de cette région un cocktail véritablement explosif et surtout unique au monde. Tu vas ? Ouais. La région propice aux premiers orages se situe à 1500 km de Denver. Des heures de route sous un soleil de plomb sont au programme afin d'atteindre le Texas, dans le sud des États-Unis. Pas le temps de s'attarder sur les paysages du Colorado, du Kansas ou de l'Oklahoma. Seuls les prochains déchaînements du ciel comptent dans l'esprit des chasseurs. On va essayer de trouver la cible vraiment bien précise pour se positionner et essayer d'être à la naissance des orages. Ce qui est bizarre, c'est que n'y a rien qui naisse encore pour le moment sur cette fameuse zone. Alors qu'il y a en théorie tout ce qu'il faut. Avant chaque situation, l'important est de débattre des éléments stratégiques de la chasse. Les cartes météo et la géographie des lieux sont à étudier attentivement. Tony disait que la ligne sèche elle arrivait qu'à 18h ici en fait. Donc si jamais ça fait comme un triple point ici là. Attends, on s'enflamme pas.
N'ayant pas pris part au premier volet du voyage, j'ai apporté mon expertise à distance en fournissant des prévisions directement via Internet. On est toujours un peu dans le feu de l'action, sur place, et avoir un regard neutre est parfois très intéressant, justement. Désormais parfaitement placé, il scrute le ciel. Un ciel parsemé de nuages insignifiants pour le commun des mortels, mais riche d'enseignements pour les chasseurs de tornades. Il semble qu'un orage se forme. Je sens que ça devient bien compact au milieu là. Ouais. C'est le nuage d'orage qui, à son stade maximal, à son paroxysme, va être en mesure d'engendrer sous sa base une tornade. Oh, il commence à prendre de la gueule. Ah, il est pas mal. Hein. La base, ça grandit, ouais. Ah ouais. Un orage se forme au sein d'une masse d'air que l'on appelle instable, c'est-à-dire une masse d'air dans laquelle l'air est trop chaud et trop humide au niveau du sol par rapport à l'air qui est situé en altitude. Et cet air beaucoup plus chaud au niveau du sol va se soulever et il sera plus chaud que l'environnement. Et étant plus chaud que l'environnement, il va continuer à se soulever puisqu'il sera plus léger. L'ascension de l'air chaud se matérialise par le gonflement de ces petits nuages que l'on appelle communément des cumulus de beau temps, mais qui vont devenir beaucoup plus méchants. Des nuages qui apparaissent grâce à la condensation de l'humidité présente dans l'air. Il faut s'imaginer quelqu'un dans sa salle de bain, quand on va chauffer le bain par exemple, et on va avoir des gouttes d'eau qui vont apparaître sur les miroirs qui sont beaucoup plus froids. C'est-à-dire qu'on aura de l'air qui sera humide, et lorsqu'il va être refroidi, il va directement former des gouttelettes d'eau. C'est donc la condensation, et dans l'air, ça va être la formation du nuage. Ces petits cumulus insignifiants se transforment alors en gros cumulonimbus. L'orage est né. Ouh, le joli coup de pied. Elle est partie là. Elle est déchaînée. Les bases du nuage s'assombrissent. C'est par là que l'orage est alimenté en air chaud et humide. De l'autre côté, l'air froid redescend. Ce sont les fortes précipitations orageuses. Et donc le nuage d'orage sera d'autant plus fort que courant ascendant d'un côté et courant descendant de l'autre ne vont pas rentrer en compétition, mais auront au contraire tendance à se renforcer mutuellement. C'est ce que l'on appelle une cellule orageuse. Elle mesure en moyenne 30 km de diamètre et 12 km de hauteur. Pour reconnaître les orages les plus violents à l'horizon, les chasseurs ont une astuce. On voit ce que les Américains appellent des overshooting. Ça veut dire qu'il y a une boursouflure au-dessus de l'orage qui est produite par un courant ascendant très violent. Alors là, vous pouvez vous attendre à ce qui est dessous des tornades et de la grêle. L'équipe a justement repéré un cumulonimbus très prometteur. La soirée approche et il est temps de rattraper la cellule orageuse avant le déclin du jour. Vincent est au volant et il y croit vraiment très fort, donc il continue de rouler vers l'est. Il a raison d'y croire parce que cet orage se renforce très nettement. Il va courir un peu à droite à gauche, chacun a trouvé son petit point de vue et là on observe l'orage. Et personnellement, moi je suis super excité parce que je vois la base tourner vraiment très très fort. Oh, ça tourne. Ça tourne. On va avoir une tornade. Le doute n'est plus permis, nous sommes face à notre première supercellule du séjour. En plus de cela, le décor est magnifique, le soleil se couche, les couleurs sont là. C'est vraiment un très très bon moment. Regarde l'alimentation, elle s'est mise en place là. On voit bien ici. Là. C'est une très belle prise pour les Français. La première supercellule du voyage. Une supercellule, c'est un orage qui est organisé autour de ce que l'on appelle un mésocyclone, une sorte de dépression qui se creuse et qui provoque un mouvement de rotation durable et persistant au sein de l'orage. Hormis dans les grandes plaines des États-Unis, c'est un phénomène rare. La plupart des orages ne réunissent pas les conditions nécessaires pour entrer en rotation. On a besoin d'une importante variation de force du vent selon l'altitude. C'est ce que l'on appelle le cisaillement de vent. Ce cisaillement de vent provoque une sorte de rouleau qui, à l'origine, est horizontal, qui ensuite vient progressivement se répercuter à la verticale lorsque l'orage se développe. Et donc c'est ce basculement à la verticale du cisaillement ambiant qui provoque une mise en rotation de l'orage et la constitution du mésocyclone. Regarde la structure. Le mésocyclone se matérialise souvent dans le ciel par des stries nuageuses très spectaculaires qui apparaissent le long de la colonne ascendante de l'orage, conséquence de la rotation. Ce sont ces structures nuageuses impressionnantes que l'on ne rencontre pratiquement qu'aux États-Unis que les trackers sont venus chercher. Première mission accomplie donc, même si la supercellule manquait d'énergie pour atteindre le stade ultime. Finalement, elle n'aura pas donné de tornade, mais on est tous avec le grand sourire. La tornade, ça sera pour la prochaine fois.
Un optimisme indispensable, car les prochains jours seront encore plus mouvementés et dangereux. Ils feront face à de nombreuses tornades. Certaines seront même historiques. En cette nouvelle journée de chasse, la situation semble très intéressante aux abords de Wichita, la plus grosse ville du Kansas. Et tout de suite, ça y est, une cellule a explosé, elle est en sévère thunderstorm. Aussi bien dans 1 heure, 1 heure et demie, on a une tornade. Donc là, on est très content intérieurement, ça se voit pas trop. La région est placée en alerte Severe Thunderstorm par les météorologues américains, c'est-à-dire qu'un orage très violent sévit sur la zone concernée. C'est pas là. Les traqueurs sont excités, mais aussi un peu fébriles, car il n'est jamais simple de chasser à proximité d'une grande ville. Beaucoup d'autres véhicules convergent vers la cellule. Tous les regards sont posés sur une base sombre qui s'abaisse de plus en plus, alors que des coups de foudre martèlent le paysage. Là-bas, il y a un truc blanc un peu plus concentré à gauche. Ah ouais, carrément, ouais. C'est là-bas que ça va se produire. Ouais, on y va, là. Elle va poser dans 5 minutes. Vincent a repéré une zone de rotation plus marquée sur l'horizon. Il pousse l'équipe à se déplacer de quelques kilomètres. On est proche d'une grosse ville, il y a énormément de monde, des camions scientifiques passent devant nous, il faut essayer de se faufiler. Les scientifiques scrutent également l'orage et analysent la situation sur le terrain. Tout comme les chasseurs, ils seront les premiers à pouvoir alerter la population du risque imminent. Regarde, ça s'enroule là. Ah, c'est magnifique. Une forte rotation anime la base du nuage, ne laissant aucun doute quant au potentiel de tornade. Elle va être monstrueuse cette tornade. Elle va être énorme. Ça va être une wedge. C'est monstrueux là ce qui se passe. C'est très chaud pour Wichita là. C'est super chaud pour Wichita là, ça va pas être drôle. Voilà, une bague là-bas. Ça se fait, Ouais, il faut qu'on se passe devant. ça se fait bouffer par la flotte là. T'as raison Chris, faut y aller maintenant. Faut reprendre la route où on était là. L'équipe doit repasser devant le rideau de pluie afin d'être idéalement placée. La chasse, c'est aussi ça. Un repositionnement permanent, un jeu extrêmement dangereux avec l'orage. On est un peu en stress puisqu'on est vraiment dans une zone à risque. On va surtout pas traîner, il faudra vraiment tracer très vite. Tu peux les doubler ou pas? Vas-y, trace. Il faut n'importe quoi là. Vas-y, double, Chris. La tornade s'est peut-être formée derrière la pluie. Si c'est le cas, les traqueurs vont croiser sa trajectoire, sans possibilité de la voir arriver. Chaque seconde compte pour la devancer. On va y arriver, t'inquiète. On voit pas la tornade avec toi. Elle est là, elle est derrière. Ouais, elle est juste derrière. De justesse, les traqueurs finissent par dépasser la zone de rotation. Ils évitent ainsi le pire. Ouh, là, je me suis fait un petit coup de stress. Tornade en formation les gars. Une grosse tornade. Les chasseurs prennent conscience qu'ils ont en effet frôlé une tornade cachée par la pluie. Mais l'euphorie prend le pas sur l'inquiétude. Première tornade les gars. On est dessus, superbe. La joie est intense, mais pas le temps de profiter. L'orage s'apprête à engloutir les chasseurs. Ouais. Faut y aller. On se casse. Il faut toujours garder un peu d'avance, anticiper le déplacement de la tornade, au risque que celle-ci ne rattrape les chasseurs. Il va y avoir des problèmes aujourd'hui, il y a trop de chasseurs sur les routes. Vas-y Chris, double-les. Là, il faut vraiment pas faire... Tu peux pas faire n'importe quoi sur un carrefour. Ouais, sauf quand il y a la tornade à 100 mètres, Chris, elle est là la tornade, vas-y, trace, je te jure, Chris. Elle est juste derrière nous, là. Tu peux t'arrêter dans... Là, juste après, là. Malheureusement, la tornade est de plus en plus entourée par la pluie. La fenêtre d'observation se referme définitivement. Mais c'était sans compter sur une nouvelle zone rotative. Là, au-dessus, là, juste au-dessus. Juste à l'entrée de la ville de Wichita, une seconde tornade semble vouloir se former. Problème, les chasseurs sont à nouveau très près de la zone de danger et les obstacles vont se multiplier. Elle est juste au-dessus, là. Putain, mais c'est quoi? Bougez. Heureusement que je suis pas au volant parce que pour une première, j'avoue que j'aurais été un petit peu peut-être en panique. Vincent nous indique à Chris qu'il fallait qu'il aille parce que la zone de vélocité est vraiment au-dessus de nos têtes, ça tourne de partout.
Alors là, il faut tracer, tracer, tracer. En prenant la fuite, les traqueurs subissent de plein fouet l'orage et ses fortes précipitations. Il est temps de trouver un abri pour préserver le véhicule. Par chance, la tornade ne s'est pas reformée sur la ville. Les chasseurs peuvent souffler et célébrer leur première franche réussite du séjour. On va passer Allez, suivante. Cette tornade de Wichita fut très furtive, moins de 5 minutes. Mais prenons le temps d'analyser le processus de formation de ce phénomène complexe, soumis à un équilibre fragile. Pour que la tornade se déclenche, il faut qu'il y ait de fortes précipitations et donc un courant descendant qui accompagne ces précipitations et qui vont étirer le tourbillon qui est présent dans la supercellule, dans son mésocyclone. C'est effectivement le courant descendant qui s'enroule autour du courant ascendant et qui forme dans un premier temps le nuage mûr, c'est-à-dire un abaissement de la base du nuage. De là vont se développer les prémices du tourbillon. Un petit entonnoir apparaît. Il s'agit d'un tuba. Dès lors qu'il touche le sol, c'est une tornade. L'étirement d'un tourbillon, eh bien, on va faire l'analogie avec le patineur. Donc lorsque le patineur commence à tourner, il a les bras écartés, et le fait de rapprocher les bras du corps, la rotation du patineur va s'accélérer. Et c'est le même processus qu'on va retrouver avec la supercellule et l'étirement de son mésocyclone lors du déclenchement de la tornade. Autre exemple, lors d'un précédent voyage, un véritable cas d'école. Big rotation là sur le méso. Et l'ambiance était vraiment fabuleuse parce qu'on entendait les sirènes au loin. Enfin, c'était vraiment ce qu'on était venu chercher. La supercellule qui se dirige droit sur eux est exceptionnellement puissante. La rotation du nuage est perceptible sur toute sa hauteur. Rien ne semble pouvoir empêcher cet orage de produire la tornade tant attendue. Oh, regarde, ça descend là-bas. Soudainement, un tuba apparaît dans l'immense masse nuageuse. La tornade est sur le point de toucher le sol à quelques kilomètres du point d'observation. Big Tornado F2, c'est parti. Donc c'était un moment extraordinaire. C'était le moment où on comprenait qu'on était aux États-Unis, qu'on vivait notre rêve. Et ça, c'est clair qu'on ne l'oubliera jamais. T'as vu cette tornade? Sublime. Retour dans le Kansas, près de Wichita. L'orage s'est éloigné. Une cueillette originale peut débuter. Nouvelle récolte. Alors ça y est, c'est Pâques, les œufs sont arrivés. Alors on est... Tu vois, il est pas mal. Il est un petit... Ah, celui-là, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Celui-là est bizarre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces morceaux de glace sont inhérents aux orages estivaux. Même s'il fait très chaud au sol, les choses sont différentes en altitude. Un grêlon se forme en fait à partir des gouttelettes d'eau qui sont prises dans le courant ascendant de l'orage et qui donc, dans leur mouvement d'ascension, finissent par geler, généralement à partir de 4-5 km d'altitude dans la plupart des orages d'été. Par une température de -20 à -50 degrés, elles forment alors des embryons de grêlons autour desquels s'agglutinent d'autres gouttelettes d'eau. Elles constituent plusieurs couches de glace autour du grêlon, tant que le courant ascendant réussit à le porter. C'est un peu comme quand vous avez le fil d'un étendoir sous la pluie. Là. Il accumule les gouttes d'eau, puis s'il y a un petit choc sur le fil de l'étendoir, tac, toute l'eau tombe d'un coup. Et bien la grêle, c'est un peu ça. Il y a des poches de grêle en l'air, puis à un moment donné, quelque chose fait que la poche lâche et tombe au sol. Il y a des gros grêlons, quand même. Oh, ils sont gros, là. On les voit tomber dans l'herbe. La grêle est une caractéristique incontournable des violents orages américains. Elle est quasi systématique à proximité des zones de rotation et elle menace donc en permanence les chasseurs qui doivent toujours rester vigilants. C'est même peut-être le phénomène qui me fait le plus peur. Aïe. Effectivement, un grêlon peut faire très mal. La vitesse de sa chute dépend de sa grosseur. Un grêlon d'1 centimètre, il tombe à 50 km/h. Un grêlon de 4 cm de diamètre, ça devient quand même de la grosse grêle. Là, c'est 100 km/h.
Et les gros grêlons, 8 cm, les plus gros grêlons, c'est 150 km/h. C'est fini pour la bagnole, voilà. Allez, on continue, on trace. Depuis toutes ces années de chasse, leurs véhicules ont beaucoup souffert des chutes de grêle. Des voitures qui constituent pourtant l'ultime protection des traqueurs. Juste à 100 mètres. Je sors de la zone. Wow. Il n'y a plus de bagnole, c'est bon. Elle est foutue la caisse. Au milieu de nulle part, Chris, Tony, Vincent et Julien cherchent un nouveau souffle sous les 40 degrés. Mais même lorsque l'équipe est enfin au complet, les orages, eux, ne sont pas toujours immédiatement au rendez-vous. En fait, la première qualité du chasseur d'orage, c'est vraiment la patience. Parce qu'on va se retrouver souvent à attendre des heures au milieu d'un champ, comme ça, dans la campagne, sans jamais être complètement sûr qu'il va se passer quelque chose. Il la faisait passer dans le Ah ouais, panel. peut-être que celle-ci, elle peut réussir à prendre là bientôt. Donc on peut essayer de monter à la limite sur la frontière, voir un peu, je sais pas ce qu'il y a. De toute façon, le plus intéressant, c'est ce qu'ils faisaient germer là, donc au pire, on serait pas loin si ça prend vraiment. Voilà. Quand tu regardes, quand tu regardes la grille. Ces longues heures d'attente sont mises à contribution pour décrypter une grande quantité de données météorologiques. Une étape qui permet de cerner la situation et d'agir en conséquence. Pour la prévision des tornades, on utilise des modèles numériques, c'est-à-dire une simulation accélérée de l'état de l'atmosphère pour les prochaines heures et les prochains jours, et qui permettent de déterminer dans quelle région les situations et les conditions vont être propices à la formation des tornades. Vent fort sur le sud-ouest de l'Oklahoma. La naissance d'une tornade nécessite une alchimie vraiment très particulière, la rencontre d'ingrédients météo très précis. Les chasseurs doivent nécessairement connaître ces ingrédients pour établir leurs propres prévisions. Mais les modèles météo sont loin d'être infaillibles. Même si les ingrédients sont connus, la prévision exacte de la localisation des orages reste encore très complexe parce que les orages sont des phénomènes qui sont avant tout des phénomènes isolés. À la différence des cyclones et des ouragans qui, eux, sont des systèmes dépressionnaires s'étendant sur des centaines de kilomètres. 1000 fois moins larges, les tornades ont pourtant un pouvoir destructeur bien supérieur aux ouragans, en un temps infiniment plus bref. Oh, le bâtiment à droite, complètement soufflé. Journée très difficile au niveau des prévisions. On n'a pas de cible réelle, on n'arrête pas de changer de ville, de changer de point de vue. L'un des outils indispensables du chasseur de tornades, le radar. Il scanne en permanence le ciel américain afin de retranscrire en images les zones qui sont touchées de façon plus ou moins intense par les pluies et la grêle. C'est comme en médecine, une radioscopie, une radiographie. C'est-à-dire, on va voir dedans ce qui se passe. Les trackers sont maintenant à l'approche de la ville de Smith Center, dans le Kansas. Au vu du radar, une cellule se démarque vraiment bien des autres. On va la cibler, on va tout de suite se diriger sur sa position. En plus du radar classique servant à localiser les cellules, l'équipe utilise les informations des radars Doppler qui, eux, mettent en évidence les zones de rotation au sein de l'orage et donc la possible émergence d'une tornade. L'imminence d'une tornade sur une image Doppler se repère à ce qu'on appelle un dipôle de vitesse radiale, c'est-à-dire concrètement sur un écran d'ordinateur, à une différence de couleur qui traduit une différence de circulation, de direction des vents dans une zone très restreinte. Et cette confrontation de deux vents contraires indique une rotation et donc indique la zone où la tornade est en train de se former. Les sirènes d'alerte retentissent. Une tornade peut se former à tout instant. Les chasseurs s'engagent pourtant sur des routes en terre très périlleuses. On a d'autres chasseurs aussi devant nous, c'est un peu le Far West, et ça on aime bien. On fonce sur la route en terre, forcément c'est Vincent au volant, donc ça trace aujourd'hui. Oh, c'est Indiana Jones. Trop bon quoi. Les trackers côtoient un orage particulièrement pluvieux. L'observation va se montrer à nouveau difficile. Du coup, voilà, faut qu'on reste pile à la zone où il ne pleut pas, tout en ayant une visibilité au plus proche de la structure. C'est jamais très facile, on risque de se faire noyer à tout moment. Putain, le contraste de malade. D'où l'importance des radars Doppler installés sur tout le territoire nord-américain et qui permettent de visualiser sur l'écran des mouvements rotatifs dissimulés par la pluie.
Sans s'être concerté auparavant, on tombe sur l'équipe de chasseurs français avec qui on a discuté le matin même. On les retrouve comme ça, sous l'orage. C'est très furtif, mais c'est toujours assez drôle d'échanger nos sentiments dans le feu de l'action. On n'a pas beaucoup de temps là. Oh putain, le bruit de la grêle! On se casse! Oh putain! Putain, on n'est pas indiqué par contre sur... Je vais reprendre un peu d'avance, les gars. Je me replacerai devant un peu plus vers le méso. Là. Lorsqu'on regarde sur notre gauche, on a un très gros doute. On voit comme une masse très importante noire au cœur des précipitations. Très joli là, gars. Il y a une forme claire, il doit y avoir une tornade. Et on a du mal à croire que ça puisse être une tornade. En fait, c'est tellement large et tellement imposant, on se dit non, c'est pas possible, on l'aurait vu avant. Je fais bien de prendre de l'avance parce que quand je vois la gueule de la Dirt Road... Alors que l'orage accélère sa progression, les chasseurs se montrent très inquiets de l'état des routes. Même si parfois au premier abord elles paraissent praticables, dès qu'il commence à pleuvoir, elles peuvent se transformer en bourbier ou en savonnette. Par le passé, les chasseurs ont déjà été pris au piège dans la boue. Une expérience riche d'enseignements. Je suis obligé de faire demi-tour, je peux rien faire. D'accord. La décision est prise de faire demi-tour afin de retrouver une route bitumée. Problème, cela les oblige à foncer tout droit sous le rideau de pluie qui, peut-être, cache encore une tornade. Allez, la côte, la dernière côte. Oh, redescend. Putain, on a eu chaud, les mecs. On arrive à la route. Oh, Le gros de l'orage est finalement évité. Un orage qui finit même par les distancer. Ils jettent l'éponge. Fin de la chasse. Comme tous les soirs, lorsqu'on arrive à l'hôtel, on fait un petit tour sur les réseaux sociaux pour vérifier s'il y a eu des reports de tornades. Et là, on s'aperçoit qu'en effet, sous la supercellule que l'on a vue, c'était bien une tornade, de belle largeur d'ailleurs. La tornade de Smith Center a mesuré jusqu'à 1500 mètres de large. Elle est restée au sol pendant une vingtaine de minutes avec des vents compris entre 220 et 260 km/h. Et c'est là où on se dit qu'en fin de compte, on a bien fait d'échapper aux routes en terre, puisque ça aurait pu vite devenir dramatique si on s'était embourbé. Les routes en terre ne sont pas les seules routes dangereuses des États-Unis. Même sur l'autoroute, les sensations peuvent être explosives. Lors d'un précédent voyage, tout près de Shawnee dans l'Oklahoma, ils en ont fait l'incroyable expérience. Christophe, l'œil rivé à la fenêtre, repère soudainement une rotation dans le nuage. Regarde, ça tourne là. Ça descend. Sur la droite de la voiture, à quelques centaines de mètres, un tuba s'étire rapidement vers le sol. arrête-toi, arrête-toi! Oh putain, elle est au sol. Enfin, la tornade se dévoile. D'une grande puissance, elle arrache tous les arbres sur son passage et les projette en altitude. Personnellement, je suis en extase. C'est vraiment un moment très très fort pour moi. Mais en même temps, on a conscience qu'on doit très très vite revenir sur Terre et puis anticiper son dépassement. Elle nous arrive droit sur nous. Ouais, vite. Ça vient très vite. Donc moi je suis au volant, je vois pas vraiment ce qui se passe dehors et il faut que je fasse confiance à mes copains qui me disent vas-y quoi, fonce. Nouveau stop sur le bas-côté, pour voir le tourbillon traverser très violemment l'autoroute, à l'endroit où les chasseurs s'étaient précédemment arrêtés. Des bruits! Allez! Des débris volent et frôlent la voiture des traqueurs. Il leur faut fuir la zone au plus vite. Pris de panique, les autres automobilistes font demi-tour sur l'autoroute. C'est que des branches! Ce qui était intéressant avec cette tornade, en fait, c'était sa forme très tortueuse. On peut assimiler ça d'ailleurs à une trompe d'éléphant, c'est comme ça qu'on appelle ce type de tornade. Et tout de suite, ça les rend vraiment plus esthétiques. Des bruits! Allez!
On apprendra qu'un peu plus tard que ce qui a volé en éclats sur l'autoroute, c'était en fait la remorque d'un camion. Par miracle, le chauffeur n'a été que légèrement blessé. Son camion, lui, a été pulvérisé. On imagine ainsi le sort qui aurait pu être réservé aux traqueurs. Lucas, on a fait la vidéo de l'année là. C'était magnifique au soleil couchant. C'était extra. Deux ans plus tard, la ville de Chauny est encore victime d'une tornade extrêmement violente. L'équipe de traqueurs arrive sur les lieux le lendemain de son passage. Pour ma part, c'est la première fois que je vois les dégâts et c'est vraiment impressionnant. On voit des arbres décorsés, des maisons vraiment à terre. C'est très impressionnant et c'est là où on voit tout de suite la force qu'une tornade peut avoir. Direction Oklahoma City, car ils aperçoivent sur leurs écrans la formation de violents orages. Après, là, il y a la 100, la 7, qui est près de Moore. Un indice laisse croire en la présence possible d'une supercellule. Et là, tout de suite, on voit apparaître sur le radar ce qu'on appelle un écho en crochet, donc c'est-à-dire un petit peu une forme d'hameçon sur le sud de la cellule orageuse, qui montre qu'il y a déjà probablement une très forte rotation, voire même possiblement une tornade. Effectivement, la situation s'emballe. Les sirènes d'alerte s'enclenchent, faisant monter la pression dans la voiture. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de trouver un point de vue. Et là, on va sur un point de vue. Malheureusement, on est déjà dans une zone urbanisée. Il y a beaucoup d'habitations, beaucoup de voitures. D'ailleurs, beaucoup de monde sur la route. On pense que les gens sont déjà avertis de quelque chose. Faut que je prenne le sud là sur la 77. Non, tu peux aller encore tout droit. Pas sûr. Non, ça bouge énormément à droite. Encore tout droit. Fais-moi confiance. Voilà, je suis pas très rassuré. La zone de rotation est pile face à nous. Et du coup, je sais pas trop s'il m'emmène vraiment au cœur de la rotation ou un petit peu plus au sud. Et j'aimerais vraiment pas qu'on se retrouve mal en point face à la tornade sans issue de secours. Là, c'est pas mal. Arrête-toi là. Les traqueurs décident de s'arrêter. D'ici, ils devraient pouvoir contempler correctement la suite des événements. Et on regarde autour de nous et finalement, on voit rien qui touche le sol. Et on se dit, mais on a raté quelque chose. Pourtant, les sirènes continuent d'avertir la population. Moore, situé dans la banlieue d'Oklahoma City, l'un des bassins de population les plus denses de la Tornado Alley, semble bien être directement menacé par un orage surpuissant. Et peut-être même plus. Et là Chris. Ouais, y'a pour flash. Une silhouette sombre se dessine soudainement sur l'horizon. La tornade se dévoile progressivement. Elle aborde déjà les quartiers ouest de la ville. Et on sent que là, c'est une grosse tornade qui nous arrive dessus, très puissante. Les premiers débris envoyés dans le ciel par la tornade parviennent jusqu'au point d'observation. Autant de projectiles dangereux qui retombent à plusieurs kilomètres du cœur de l'événement. À cet instant, le puissant vortex s'approche à moins d'1 kilomètre des traqueurs. Il se situe désormais en plein sur le centre de la ville. C'est un monstre. Putain, elle est en train de massacrer Moore là, les gars. Chose assez marquante sur cette tornade, on entend comme un bruit sourd, comme un train qui passe en continu. D'intenses lueurs éclairent la base de la tornade. Il ne s'agit pas de la foudre, mais des transformateurs électriques qui explosent sous la force des vents. Tout porte à croire que la tornade va continuer son chemin pendant un bon bout de temps encore. Des pans entiers de maisons volent dans le ciel. Des arbres tournoient, emportés par les rafales. C'est ce que l'on appelle le buisson de la tornade. La quantité de débris et de poussière soulevée renforce la noirceur du tourbillon et témoigne de la violence des vents au sol. J'avais même du mal à filmer tellement ce qu'on voyait était fort. J'en tremblais à la fois d'un mélange d'excitation et de peur quelque part. Donc c'était vraiment un moment pas facile à gérer. Spectateurs impuissants du drame qui se joue sous leurs yeux, les traqueurs continuent de filmer.
Il n'y a pour le moment rien d'autre à faire. Mais très vite, ils pensent aux victimes qu'il va falloir aider. Allez, on y va, reportage. Quand on est chasseur de tornades, c'est vrai que lorsqu'on a affaire à ce genre de phénomène, c'est un réflexe de tout de suite aller aider les gens. On subit comme eux le phénomène, même si nous, on est plus spectateurs. Et c'est là où justement notre rôle intervient, c'est de venir voir si tout de suite il y a besoin d'aide, s'il n'y a pas de blessés ou autre. Alors on a un petit peu du mal à accéder à la zone parce qu'évidemment il y a beaucoup d'embouteillages, la police a fermé quelques routes. Donc on décide de laisser la voiture, de s'approcher du sillage des dégâts à pied. Sur son chemin, l'équipe découvre les premiers effets de la tornade. De nombreux objets jonchent le sol. Un habitant propose aux Français de les mener au plus près de la catastrophe, en voiture électrique. Ils arrivent alors sur un véritable champ de ruines. Les maisons sont rasées jusqu'aux fondations. Il ne reste plus rien. Un policier très sympa d'ailleurs vient nous remercier, mais il nous fait comprendre que de toute façon il n'y a plus rien à faire, que les gens sont venus chercher leurs derniers effets personnels et que les blessés ont été pris en charge. Et du coup, voilà, on décide de repartir, c'est pas trop notre place. En plus de ça, c'est vrai qu'on se sent vraiment impuissant face à ce qui s'est passé. Quelque part, il fallait qu'on assiste au moins une fois à ça pour garder en tête la dangerosité de l'événement et finalement rester humble face à ces tornades qu'on traque tous les jours dans ces grandes plaines. La tornade de Moore a tué 24 personnes. D'une durée de 40 minutes, ces vents ont atteint les 340 km/h. Elle est la tornade la plus forte des 2 dernières années. Moore est malheureusement habitué aux tornades. La ville de l'Oklahoma a croisé les trajectoires de 3 tornades dévastatrices en moins de 15 ans. En 1999, en 2003 et en 2013, faisant au total 60 morts. Des drames qui auraient pu être plus meurtriers encore si les Américains n'étaient pas relativement bien préparés à ce genre de phénomène. En fait, il existe des systèmes d'alerte et d'information qui sont très développés aux États-Unis, notamment via les médias, avec des messages qui sont diffusés en permanence sur les chaînes de télé. Les autorités diffusent également des bulletins d'information très précis sur Internet. Les chasseurs de tornades aussi répercutent sur les réseaux sociaux tout ce qu'ils voient. Les secours étaient prêts à faire feu sitôt la tornade passée. Les habitants ont quasiment tous des abris tornadiques, donc ce sont des abris souterrains en fait, sous leur maison. Des abris tornadiques très utiles dans la Tornado Alley, tant les dégâts occasionnés sont importants. Une échelle d'intensité basée sur ces dégâts a d'ailleurs été créée par un scientifique d'origine japonaise. L'échelle d'intensité des tornades a été créée par Fujita aux États-Unis au début des années 70, avec pour objectif de classer les différentes tornades en fonction des vitesses de vent qu'elles peuvent générer, en allant du niveau 0, qui est le niveau le plus faible, jusqu'au niveau 5, qui est le niveau le plus intense. Lors du passage d'une EF0, les vents qui atteignent les 100 km/h arrachent les tuiles et cassent des branches. Une EF2 et ses vents à 200 km/h soufflent les toits des maisons et déracinent entièrement les arbres. Les vents à plus de 320 km/h d'une EF5 anéantissent les maisons en dur et les voitures peuvent être projetées à plusieurs centaines de mètres. L'intérêt de noter les tornades, d'avoir une échelle à disposition et de réaliser des enquêtes de terrain, ça a surtout pour but, d'une part, d'améliorer la climatologie des tornades en la rendant plus fine, et d'autre part, de repérer les situations qui sont propices aux tornades violentes en les isolant des cas qui sont moins intenses. La Tornado Alley a été de tout temps le théâtre privilégié de ce phénomène météorologique impressionnant. Ces images, parmi les toutes premières archivées, ont été tournées en 1957 à Dallas. La grande histoire des traqueurs de tornades débute à cette période, parallèlement au développement du film puis de la vidéo. Outil indispensable des traqueurs, aujourd'hui encore. L'autre grande date de l'histoire tornadique américaine, 1974. Entre le 3 et le 4 avril, 148 tornades ont été enregistrées dans 13 États américains. Un épisode orageux que l'on appelle de l'autre côté de l'Atlantique un outbreak. À partir de cette date, les scientifiques américains décident de mesurer et noter leur puissance. C'est la création de l'échelle de Fujita. Pas une année ne se passe aux États-Unis sans que les habitants de la Tornado Alley ne soient endeuillés par plusieurs tornades. Le 22 mai 2011, Joplin, dans le Missouri, est victime d'une tornade classée EF5. Elle a fait 158 morts, détruisant tout le sud de la ville. Des dégâts estimés à près de 3 milliards de dollars. On comprend mieux l'enjeu de toute la recherche scientifique pour mieux prévoir à l'avenir ce genre de catastrophe.
La tornade de Moore, première EF5 observée en 2 ans, a laissé des traces dans les esprits. Au lendemain de cette journée dramatique et dantesque, l'équipe est sous le choc. On n'a pas très bien dormi pour plusieurs raisons. La première, c'est cette journée d'hier qui était quand même très particulière, qui laisse plein d'images dans la tête. C'est pas facile à gérer pour l'instant pour le cerveau qui a vu plein de choses. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'on a eu encore des orages violents quasiment toute la nuit, entre 2h et 6h du matin. Alors il va falloir repartir en chasse, mais ça va pas être évident. Là, on commence vraiment à être épuisé. On viendrait presque à souhaiter qu'il n'y ait plus d'orage demain pour être un peu plus tranquille. La chasse aux tornades demande une persévérance à toute épreuve. Malgré la fatigue ou les tensions, aucun temps mort n'est permis pour avoir la chance d'observer ces moments uniques. Oh, c'est magique! Dans les grandes plaines américaines, les kilomètres s'enchaînent. Les orages aussi ou non, puisque par moments, les journées sont plutôt creuses. Les tornades, c'est le Graal ultime, donc on les croise pas tous les jours. Alors qu'espères-tu, mon cher Tony? J'espère un éclair sorti de nulle part. Mais par moments, le spectacle est là, des belles couleurs, des belles lumières, des formes nuageuses jamais vues. Voilà, ça a vraiment son charme et quoi qu'il arrive, on ne perd pas une journée. Assurément, ils ne perdent pas leur temps dans les grandes plaines américaines. Les prochains jours seront extrêmement mouvementés. Ils vont côtoyer à leurs risques et périls ces monstres de puissance. À Salina, dans le Kansas, la journée débute par une belle surprise pour les Français. La rencontre avec la star américaine des chasseurs de tornades, Reed Timmer. C'est vrai que je retrouve en lui un peu la fougue qui m'anime, c'est-à-dire le désir d'être au plus près de l'événement, du phénomène. Reed Timmer chasse avec un véhicule blindé, le très fameux Dominator. Ses apparitions à la télévision en ont fait un acteur incontournable de la chasse aux États-Unis. Grâce à ce type de véhicule blindé, les chasseurs américains essayent de s'approcher au plus près des tornades parce que c'est là qu'on peut récolter des données vraiment les plus intéressantes pour la science. C'est notamment grâce à ces pieux hydrauliques qui s'enfoncent dans le sol qu'une poignée de chasseurs américains fait face aux tornades. Néanmoins, même ces véhicules ont leurs limites. Impossible pour eux de supporter des vents et surtout des projectiles lancés à plus de 300 km/h. Les différentes équipes se lancent maintenant dans la chasse. Une journée qui pourrait bien être explosive. Lui, il y a un orage là. Juste, c'est le truc au sud-est. On sent que la situation est en train vraiment de se mettre en place. Les cumulonimbus explosent complètement. Et voilà, c'est le moment aussi de prendre la décision d'aller chasser le bon orage. Allez, on y croit là. En fait, on est un peu tendu parce que plus au nord, à 200 km, il y a une cellule qui a sans doute produit une tornade. Mais bon, qui est petite deviendra grande. Donc on croise les doigts pour que celle-ci aussi en donne une. Ouais. Il va falloir la coller parce qu'elle est en train de bouillir. Ouais, puis elle prend vraiment nord-nord-est, enfin vraiment plus nord que nord-est. Satisfaits de leur positionnement, les traqueurs observent avec attention les bases nuageuses. L'orage supercellulaire se renforce nettement, comme en témoignent les coups de foudre sur l'horizon. Lorsqu'on chasse les orages, il y a plusieurs éléments qu'on croise. Il y a le vent, la pluie, les structures nuageuses, les tornades, mais aussi la foudre. Être en extérieur et avoir un éclair assez proche, c'est une sensation assez unique. C'est un petit peu dangereux, certes, mais on est là pour faire des belles photos et pour ça, la foudre, c'est vraiment super. Manifestation incontournable de l'orage, l'éclair. Dans le cumulonimbus, lorsque les gouttes d'eau entrent en contact avec les cristaux de glace, elles congèlent et forment ce que l'on appelle des grains de grésil. Des grains qui prennent du volume et lorsqu'ils sont trop lourds, tombent.
Au cours de cette chute, les frottements avec les cristaux font que les grains de grésil se chargent négativement et les cristaux, eux, se chargent positivement. Comme le grésil tombe et que les cristaux de glace sont entraînés vers le haut par les courants ascendants, la base du nuage devient négative, tandis que le sommet devient positif. Et donc effectivement, on a une différence de charge qui est très importante entre ces deux parties du nuage, à tel point que la foudre va pouvoir se déclencher exactement comme le courant dans un circuit électrique. L'éclair se déclenche à l'intérieur du nuage et ne se présente donc à nos yeux que sous la forme d'une forte lueur dans le ciel. C'est le cas le plus fréquent, mais il existe d'autres types d'éclairs, beaucoup plus visibles. Après, on a des éclairs internuageux, c'est-à-dire des éclairs dont on voit le tracé, mais qui ne touchent pas le sol. Et enfin, les éclairs nuage-sol, l'éclair, je dirais, typique, donc celui dont on voit parfaitement le tracé et qui vient toucher le sol. Comme les charges électriques de même signe se repoussent, les charges négatives qui s'accumulent à la base du nuage repoussent les charges négatives présentes dans le sol. Et on se retrouve à nouveau avec une différence de potentiel. Des éclairs magnifiques, mais extrêmement dangereux. Larges de 2 ou 3 cm, leur température atteint les 30 000 degrés. Chaque année, des milliers de personnes sont foudroyées dans le monde. Les chasseurs sont exposés à ce risque plus que tous. Fini de jouer avec les éclairs. Il faut se concentrer à nouveau sur le but ultime, la tornade. Il y a un magnifique nuage mûr qui est en train de se mettre en place. La rotation est vraiment visible. C'est la première fois depuis le début du séjour qu'on voit une telle rotation devant nous. C'est bon ça, j'adore! Oh la vitesse, la vitesse! Ah ouais, là ça va être monstrueux. Par contre, s'il commence à pleuvoir, on est sur une route en très mauvais état et elle va se transformer en boue immédiatement, donc on ne pourra pas se permettre de rester là. Comme ils le craignaient, les traqueurs sont rattrapés par la pluie. Ils doivent immédiatement se décaler pour fuir une route en terre potentiellement fatale. Allez, on trace. C'est pas là. Allez, trace, mais ça t'arrête pas. Ah, allez, posez. La tornade se pose au moment même où la voiture redémarre. Chris a bien du mal à maîtriser le véhicule sur une piste aussi glissante. Et pourtant, il lui faut au plus vite sortir des précipitations. Je peux pas freiner là. D'accord, je vais redescendre. Après, la route, elle est meilleure. Ouais, après ça. Ils ont aussi besoin d'un point de vue afin d'admirer au mieux la tornade. On sent qu'elle est là pour durer, donc on peut prendre le temps de se repositionner. Bien joué Chris, allez! Il nous emmène droit sur la tornade! Putain, allez Chris! Un peu de pluie, c'est parfait là. Ah yes! Ah yes les gars, super intercept! Bravo! Alors on est bien, Top. La tornade sévit cette fois-ci en terrain vierge. Elle reste immobile au milieu de prairies quasiment inhabitées. Les conditions d'observation sont idéales. C'est la plus belle tornade que j'ai jamais vue là. Elle est magnifique. C'était juste incroyable de se retrouver face à cette tornade qui ne bouge pas. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu espérer en fait. C'est une situation tellement rare aussi qu'on ne pouvait pas croire qu'on était en train de vivre ça. C'est quoi ce monstre? Chris, tu te sens d'aller la tâter ou pas? Ouais, on peut l'approcher encore, ouais. On l'approche, c'est parti. Allez hop, Julien. Du coup, tout le monde
onde des choux pour l'idée de Vincent et vraiment d'aller tâter de la tornade au plus proche. Sur la route, on sera tranquille. Vas-y, mets-toi. Non, un peu plus d'accord. Allez, passe à sa trajectoire. De retour sur une route bitumée tout près de la ville de Bennington, les chasseurs vont tenter de s'approcher au plus près de la tornade. On va passer à son sud. On passe à son sud. Arrête-toi. Viens, suis-moi. Une grande quantité de pluie commence à envelopper le vortex et le spectre des chasses passées ressurgit. Si la tornade disparaît totalement, impossible d'anticiper sa trajectoire. On a deux solutions, soit faire marche arrière, soit essayer de passer de l'autre côté pour être à l'abri des précipitations. Attends, ça se dégage devant, Pas devant, c'est le moment ou jamais. Pas devant, sinon c'est trop tard. J'accélère à fond là. Ouais, à fond. Allez, t'as plus le droit de t'arrêter. Les trackers sont à 300 mètres du cœur de la tornade. Les vents font vibrer la voiture. À tout moment, une rafale peut les emporter. C'est bien, les gâteaux, vas-y, continue. C'est bon, ralentis, c'est bon. C'est bon, c'est arrêté, ne t'inquiète pas. Il va pouvoir s'arrêter. Stop. Yes. Bien joué, Chris. Yes, les gars. Yes. On l'a fait. Allez, je sors devant, je m'en fous. Vas-y. C'est le moment où jamais de la vie. Je vis vraiment le moment le plus intense de ma vie, c'est l'extase. C'est vrai qu'en face de moi, j'ai une tornade très très puissante. C'est ça d'être au cœur du phénomène. À l'extérieur de la voiture, Vincent fait face à des vents difficilement mesurables, mais supérieurs à 120 km/h. Avant de se mettre à l'abri, il immortalise une dernière fois la tornade qui disparaît de plus en plus sous les précipitations. Oh. C'est bon, on l'a intercepté. Juste à la colline. C'est pas la piscine, c'est mon truc. Ouais, j'enlève la batterie tout de suite. On lève la carte mémoire. J'enlève tout. C'est le choix avant. Hey, il est bien étanche, hein. Il marche encore. La tornade est toujours présente, mais définitivement noyée par les pluies. La chasse se termine. Être chasseur de tornades, c'est aussi bien appréhender leur trajectoire. Scientifiquement, elles respectent une ou deux règles. La plupart des tornades ont une trajectoire qui est relativement linéaire, donc qui est relativement prévisible à partir du moment où elle est enclenchée, notamment pour les cas des tornades les plus fortes. Cela dit, il y a des exceptions. La tornade de Bennington fait partie de ces exceptions. Pendant toute sa durée de vie, environ 1 heure, elle est restée quasiment statique. C'est extrêmement rare car en général, une tornade se déplace en relation avec l'orage qui la génère. C'est un cas de figure qui est justement très intéressant et qui pose aussi des questions pour ce qui est de la notation des intensités des tornades, dans la mesure où un vent comme ça, très intense, qui reste longtemps au même endroit, provoque forcément plus de dégâts qu'une tornade qui est un mouvement plus rapide et qui donc, sur un même endroit, reste moins longtemps. Pas devant, c'est le moment ou jamais. Allez, t'as plus le droit de t'arrêter. Avec le recul, c'est vrai qu'on peut se dire on a pris quelques risques quand même. Surtout à ce moment où on passe sur la route, très proche de la tornade, alors que la pluie commence à l'entourer. Moi, j'avoue que je faisais pas le fier en volant, mais il y a un moment où on était lancé dans l'action. Voilà, il fallait aller jusqu'au bout. C'était le moment ou jamais d'être au cœur de la tornade vallée, au cœur de la tornade. On garde quand même une certaine part de contrôle et voilà, chacun a son mot à dire de toute façon. Et c'est là le plus important, c'est qu'on garde la conscience du danger et prendre le plaisir en même temps. Yes, les gars. Yes.
Et malgré leur conscience du danger, les traqueurs français vont, dans quelques instants, passer tout près du drame. Une dernière chasse extrêmement périlleuse. Pour la situation d'aujourd'hui, tous les paramètres sont au vert. Les modèles prévoient du très gros temps dans le centre de l'Oklahoma, donc il va falloir se placer assez tôt. Aujourd'hui encore, c'est Oklahoma City qui est concerné par le risque tornadique. Forcément, ça nous rend assez inquiets parce qu'on a encore en souvenir la tornade de Moore quelques jours auparavant. On espère que le même scénario ne va pas se reproduire. Putain, elle est en train de massacrer Moore là, les gars. Le SPC, Centre de prévision des orages violents américains, a émis un bulletin d'alerte pour le centre de l'Oklahoma. Une situation météo extrême est attendue pour cette journée. Les trackers sont effectivement au bon endroit au bon moment. Les premiers orages se forment dans le ciel de l'Oklahoma. Comment elle est belle celle-ci! Un premier mésocyclone semble se former sur cette cellule. Il devient assez rapidement massif et un deuxième naît plus au nord. Mais c'est quelque chose de bien plus vaste qui se prépare en cette fin d'après-midi. Les 3 cellules orageuses fusionnent pour ne faire plus qu'une. Comment il se dessine à vue d'œil? Il est immense. La grêle oblige l'équipe à regagner l'habitacle. L'occasion de faire le point sur les données radars afin de déterminer la stratégie à suivre. J'arrive pas à savoir si je commence devant ou derrière. La l'électricité, elle est bien là. Pour l'instant, elle me regarde. Et après, elle va basculer devant, je pense. Les chasseurs sont surpris d'entendre que la population est déjà avertie du risque de tornade imminent. Ils craignent d'être débordés par la rapidité de la situation et ont commis une erreur stratégique qui pourrait leur coûter cher. On a oublié de regarder la carte pour voir les issues de secours au cas où la situation s'envenimait. Et du coup, on se retrouve avec la Canadian River qui est juste à notre nord. Et il n'y a que très peu de ponts pour la traverser. Du coup, on a 2 choix, soit partir au sud et faire un assez grand détour pour revenir sur la cellule, ou il faut piquer plein nord et du coup la traverser, chose qui peut être très périlleuse quand on sait la violence des supercellules aux États-Unis. On pouvait l'imaginer. Les chasseurs ont choisi la seconde option. Il n'y a plus de temps à perdre pour rattraper leur retard. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas de route pour se placer. Du coup, on va être obligé de traverser l'orage juste au nord de sa rotation pour repasser devant. Chris, t'es prêt? Ouais, j'ai l'habitude. Allez, l'issue est vraiment marquée là, je pense qu'il y a une tornade. Les trackers sont en pleine séance de core punching. Littéralement, ils pénètrent le noyau dur de l'orage. Des grêlons de 6 à 8 cm s'abattent sur la voiture, largement suffisant pour briser les vitres ou le pare-brise. Il fait vraiment nuit, on ne voit plus à 3 mètres devant la voiture. C'est des conditions vraiment dantesques, très dangereuses pour conduire. Mais maintenant, on est obligé de passer de l'autre côté, on est obligé de traverser ça, on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on passe devant. On y est presque, Chris. On y est presque. Roule doucement. C'est bon, on sort. Regarde, regarde. Ouais. Ouais. Oui, l'hélicité est toujours bien marquée. Elle doit vraiment être là, la tornade. Hein. On est à peu près sûr que là, maintenant, on est face à une tornade qu'on appelle rain wrap, c'est-à-dire entourée de pluie.
Les rayons du soleil qui frappent le sommet de l'immense cumulonimbus sont filtrés par le nuage et par la pluie. C'est ce qui donne une incroyable couleur bleue au cœur de la colonne pluvieuse. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici et on comprend qu'une nouvelle fois on est en train de vivre un événement absolument exceptionnel. On peut sortir la prochaine. La décision est prise de sortir de l'autoroute pour tenter une approche. Mais les trackers sont rapidement stoppés dans leur élan par une patrouille de police. Flash. Un premier court-circuit apparaît au loin, donc on se dit que la tornade est bel et bien en place. Va falloir qu'on reprenne la route et vraiment faire attention à nous. Je comprends cette route là qui part vers l'est. Vous décidez, il faut reprendre un peu d'avance. Pour se déplacer plus rapidement à l'est, Chris décide de revenir vers l'autoroute, à la différence de nombreux chasseurs qui, eux, s'engagent sur les routes en terre. Le long de l'autoroute 40, qui mène à Oklahoma City, la tornade devient enfin visible. Arrête-toi, au bord de la route, on est ici. Arrête-toi, ça va. Elle est énorme. Sans que les chasseurs ne s'en rendent compte, la tornade s'élargit soudainement et change de trajectoire. Elle progresse maintenant en direction de la voiture à plus de 90 km/h, une vitesse excessivement rare pour une tornade de cette intensité. On est vraiment très près là. Et on reprend l'avance pour la prochaine. Une nouvelle course-poursuite s'engage. Il faut à la fois rester à distance pour ne pas prendre trop de risques, mais aussi ne pas en être trop éloigné afin de bien filmer l'événement. Et là, la tornade se rapproche vraiment de notre position. C'est le moment où on peut sortir de l'autoroute. Il n'aura pas beaucoup de temps, petite pause, il sort 2 minutes et on repart. Il faut faire vite. La tornade ne fait, elle, aucune pause dans sa course. J'arrête après le radar. Ou avant. À cet instant, la tornade engloutit l'autoroute 40. Les trackers français étaient là-bas il y a moins d'1 minute. Là les vents sont pas loin, regarde le panneau. Il vient de s'envoler. On y va les gars, on est trop près. On se casse. Allez, vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Avancez les gars, avancez là. C'est des appels de phare. Et là, on sent que c'est la grosse panique. Les chasseurs partent dans toutes les directions pour s'enfuir. T'as vu comment elle a balancé le panneau de l'autoroute? Elle était pas loin, hein. Elle était à 200-300 mètres. Bien décidés à vivre cet événement jusqu'au bout, les chasseurs ne doivent pas rater la prochaine sortie d'autoroute pour pouvoir refaire un arrêt. Elle est là. Vas-y, arrête-toi. Sors. Arrête-toi, Chris, vas-y. C'est bon, à droite, allez, Chris, vas-y. Traite. Suivi de très près par le camion radar du Centre national de la météo, l'équipe tente un dernier arrêt. Mais la visibilité est mauvaise. Difficile d'observer ce qui se passe. L'horizon devient vraiment gris uniforme.
On a du mal à visualiser les choses, on ne sait pas trop si la tornade est encore présente. La trajectoire de l'orage presse les trackers contre la ville d'Oklahoma City. Impossible de chasser en zone urbaine. Ils prennent donc la sage décision de partir vers le sud. Un peu plus loin, des dégâts apparaissent. Il s'agit des conséquences d'une autre tornade, proche et simultanée de celle que les chasseurs ont observée. Les alertes émises par les services météo en début de journée étaient donc parfaitement légitimes. On n'arrête pas de faire du demi-tour parce qu'il y a des arbres en travers des routes. Là, on essaie juste de sortir de tout ça, de rester en sécurité, juste qu'on arrive à trouver une route pour sortir d'ici. C'est ce qui va signer un peu la fin de la chasse, parce qu'on va se faire prendre ensuite dans la pluie. Et ça symbolise bien l'intensité de cette journée, finalement, qui aura causé pas mal de dégâts dans la région, et plus particulièrement sur le sillage de cette tornade vraiment exceptionnelle. Cette tornade d'El Reno est la plus large de toute l'histoire. Même si son cœur le plus violent s'étendait sur un peu plus d'1 kilomètre seulement, les vents tornadiques ont soufflé sur un diamètre de 4,3 km. En 40 minutes, elle a progressé sur une trajectoire imprévisible, avec des vents qui ont été mesurés par instant à 475 km/h. Mais surtout, ce qui nous a marqué, c'est qu'on aura appris malheureusement la perte d'un très grand chasseur de tornades, qui est Tim Samaras. I'm Tim Samaras, and I'm a storm researcher. C'était une personne que je voulais absolument rencontrer. J'ai pas eu l'occasion. J'appréciais beaucoup son état d'esprit. C'est vrai que Tim Samaras est quand même une icône dans le milieu de la chasse aux orages. Il a voulu faire avancer la science à travers ses chasses. On sent que la communauté a perdu quelqu'un de très grand. Malgré leur expérience, Tim Samaras et 2 membres de son équipe, son fils Paul et son coéquipier de toujours Carl Young, ont été pris au piège par les éléments. Leur véhicule a été projeté sur plusieurs centaines de mètres par un tourbillon secondaire, l'une des caractéristiques de cette tornade. Une tornade à multivortex, c'est une tornade dont le vortex principal est composé de sous-vortex. Donc on peut quelque part dire de sous-tornades, des petites tornades qui tournent dans la tornade principale. Et c'est dans ces sous-vortex que l'on a enregistré les vitesses de vent les plus extrêmes sur Terre. Cette journée incontestablement historique a donné naissance aux États-Unis à une étude scientifique de grande envergure, à laquelle ont participé les 4 trackers français, grâce à leurs formidables images de la tornade d'El Reno. Là, les vents sont pas loin, regarde le panneau, il vient de s'envoler. C'est vraiment une fierté de pouvoir contribuer à un tel projet, même si nous, on est avant tout sur le terrain pour profiter de la beauté des éléments, de la beauté des phénomènes rencontrés. Oh, j'aime bien. Une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de l'intérêt et de l'apport des chasseurs du monde entier à l'amélioration des connaissances scientifiques. Déjà, il y a une forme d'éducation du public qui se fait avec toutes les images qui sont réalisées par les chasseurs d'orage. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a différents chasseurs d'orage qui sont équipés d'instruments météorologiques et qui permettent aussi de diffuser l'information à la communauté scientifique. Moi-même, je suis chasseur d'orage et il me paraît très difficile de dissocier l'observation des orages in situ de leur étude de manière plus théorique. Les deux vont ensemble et l'un permet de comprendre l'autre et vice-versa. Elle arrive droit sur nous là. Go, 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 go. Il y a une tornade qui va se former là. C'est un événement météorologique qui garde donc encore beaucoup de ses mystères. On ne sait pas, par exemple, si le réchauffement climatique aura une influence sur le nombre et la puissance d'un phénomène aussi localisé qu'est la tornade. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir autour de ce phénomène, et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est un peu éclaircir ce mystère qu'est la tornade, et on sait qu'on va avoir encore plein de choses à découvrir dans les prochaines années. Ouais, vite, ça vient très vite. On vit notre passion pleinement, et en allant aux États-Unis, on essaye de trouver vraiment l'accomplissement de nos rêves. Tornade d'information les gars. Chris, Vincent, Julien et Tony ont déjà parcouru plus de 50 000 km dans les grandes plaines américaines de la Tornado Alley. Ils ont vécu des événements rares, parfois destructeurs et meurtriers. Mais rien ne semble entacher leur passion, leur volonté de capturer ces phénomènes afin de mieux les comprendre. Et dans tous les cas, ça reste une aventure tellement forte qu'on ne peut qu'avoir envie de la vivre à nouveau. Tu nous emmènes droit sur la tornade. Putain, allez Chris. Super intercept. Tornade à gauche, avance. Allez, juste au-dessus là. Bougez. Tornado warning. On se fait mitrailler. Oh putain, le bruit de la grêle. On se casse.
jamais.